Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième webinaire de notre série consacrée à la responsabilité sociale des entreprises. Je suis Marie Monge, avocate associée du cabinet Garoé et responsable du pôle social. Je vais co-animer ce webinaire avec Delphine Place, qui est manager du pôle RSE de Croficorec, et Amandine Revers, qui est experte RSE chez Stedia Consulting. Et je vais vous laisser vous présenter de manière un petit peu plus précise. Oui, alors je pense qu'on peut passer peut-être à la slide suivante. Décidément, les aléas du direct. Donc, alors vous le verrez, ah ben voilà, elles arrivent. Donc, enchantée, Delphine, manager du pôle RSE, effectivement, comme disait Marine. Donc, nous, on est le cabinet Croficorec, on est un cabinet d'expertise comptable, de commissariat aux comptes. Et on est organisme tiers indépendant pour auditer, par exemple, des entreprises qui ont choisi d'intégrer dans leur statut la qualité de société à mission. Donc, actuellement, on intervient beaucoup en audit et parfois aussi en conseil, mais jamais les deux en même temps. Voilà. Et on a à côté de nous aussi donc Amandine Robert. Bonjour, Amandine Revers. Donc moi, je suis consultante en RSE et en numérique responsable, qui est aussi une grande dimension dans le cabinet Stedia. Et donc, l'idée pour nous, c'est de travailler sur l'accompagnement des entreprises dans la RSE et en intégrant la dimension numérique responsable à travers les directions informatiques pour qu'elles aillent aussi un petit peu plus loin dans leur travail de sobriété numérique. Très bien. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est le troisième webinaire qui est consacré à la RSE. Nous avons eu un webinaire déjà qui concernait la RSE comme outil de service et de l'innovation, et un autre deuxième webinaire du développement économique. Aujourd'hui, on va traiter que propose la RSE. C'est la RSE qui peut renforcer donc l'engagement des collaborateurs et améliorer la cohésion interne. On est parti du constat que depuis quelques années, le rapport au travail avait profondément changé. Alors, c'est la pandémie, la crise énergétique, l'éco-anxiété, mais aussi les évolutions sociétales qui ont modifié et remis en cause de nombreuses certitudes managériales. Effectivement, de plus en plus de salariés, et notamment les plus jeunes, ne se retrouvent plus dans des structures classiques. Toi, Amandine, justement, tu avais pu voir par toi-même ces difficultés au sein de différentes entreprises. Oui, alors en fait, ce qu'on a vérifié dans les entreprises, qu'elles avaient envie d'avoir des actions collectives qui soient un petit peu mobilisatrices et que ça soit du concret, que les gens puissent être sur le terrain et travailler ensemble sur un véritable travail de fond de génération de gestion des déchets, par exemple. Et donc, nous, on a travaillé sur le Digital Cleanup Day, qui est une opération nationale menée par l'Institut du numérique responsable, qui organise régulièrement, c'est au mois de mars d'ailleurs, ces opérations de nettoyage des ordinateurs où on va aller chercher les fichiers qui sont utilisés, des fichiers vidéo, des fichiers photos, qui sont souvent stockés dans le cloud, pour sensibiliser les collaborateurs au fait de nettoyer les machines, un peu comme on entretient sa voiture, on entretient son ordinateur pour éviter effectivement d'avoir trop de lourdeur dans les systèmes et aider la DSI dans son travail de fond. Voilà. Et ça permet effectivement de mobiliser du monde. Alors, ces trajectoires ne sont plus marginales, elles illustrent un mouvement de fond. Les entreprises ne peuvent plus faire l'impasse sur leur impact sociétal, ni sur les nouvelles attentes de leurs équipes. Donc, pour être attractives, les entreprises doivent donner du sens. Aujourd'hui, ce qui attire, ce n'est plus simplement un salaire ou une promotion, c'est la cohérence entre les valeurs affichées et les pratiques réelles. C'est le sentiment de faire partie d'un projet collectif. Et tout ça doit être irrigué par le management, la gouvernance, la gestion RH et le quotidien des collaborateurs. Donc, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui dans ce webinaire avec un fil conducteur, donc au travers de la RSE. Donc, premièrement, on va traiter du baromètre social, qui est un outil de diagnostic, mais aussi un levier de transformation. Les différentes formes d'engagement des collaborateurs qu'on peut traiter via la RSE. Et enfin, la manière dont la RSE contribue à l'attractivité de l'entreprise. Alors, concernant le baromètre social, je vais laisser la parole à Amandine. Alors, on a
vécu une expérience avec une entreprise du bâtiment et travaux publics qui voulait mettre en place une politique RSE en passant par le bilan carbone en premier abord, mais ils se sont aperçus que le sujet n'était pas tellement facile à amener sur le terrain, puisque finalement, il y avait une problématique un peu sociale, des couacs dans le management et, on va dire, un malaise social qui existait dans les collaborateurs. Donc, ils ont mis en place un baromètre avec une société tierce pour pouvoir poser des questions, donc interroger les collaborateurs, leur demander leur vécu sur le terrain de ce qu'ils vivaient tous les jours, de quelle était la relation managériale, comment est-ce qu'ils avaient été impliqués pour mettre les déchets dans certaines bennes, etc. Et ils se sont aperçus au final qu'il y avait une mauvaise ambiance et que finalement ce baromètre social était essentiel pour faire s'exprimer les irritants des collaborateurs, de manière à ce qu'on puisse traiter leurs demandes, notamment en formation, en évaluation et entretien annuel, et de remettre un peu au cœur les bases de la RH qui manquaient sérieusement dans cette entreprise pour ensuite pouvoir faire des sujets RSE qui sont de toute façon très collaboratifs et qui demandent un travail, on va dire, entre équipes significatif. Donc, si ça se passait mal entre équipes, c'était compliqué de faire les choses dans ce sens. Donc, c'est pour ça que le baromètre social, c'est un outil qui est extrêmement efficace. Et donc, pour que vous compreniez bien cette mécanique, Delphine va vous expliquer un petit peu comment ça marche. Oui, alors il y a quelques étapes clés, effectivement. D'abord, comme tout projet, il faut définir ses objectifs. Donc, ça peut être, comme disait Amandine, faire un état des lieux. On peut aussi envisager d'améliorer tout ce qui est qualité de vie, conditions de travail. On peut s'en servir aussi réellement comme un suivi de climat social, en fait, dans le temps. La mesure de l'engagement aussi des collaborateurs, une anticipation de risques sociaux. Enfin, il y a beaucoup d'objectifs qui peuvent être visés. Après, il faut arriver à faire un choix, parce qu'on ne peut pas adresser tous les sujets dans les questionnaires, parce qu'après, ça devient beaucoup trop complexe. Donc, il faut prioriser, en fait, en fonction, on va dire, si on peut dire, les gros cailloux. Voilà. L'idée aussi, c'est d'impliquer évidemment les parties prenantes, donc la gouvernance, on va dire, au sens large, alors que ce soit votre COMEX, votre CODIR. La DRH, évidemment, c'est souvent celle qui porte nez, pas tout le temps, ça dépend, mais souvent c'est eux. Les représentants du personnel, les managers et les équipes RSE. Donc là, on a un peu le package de l'équipe projet complète. Et une fois qu'on a ça, il faut aussi qu'on cible les thématiques qu'on veut adresser. Donc, est-ce que c'est climat social, on en parlait? Est-ce que c'est la QVT avec un côté équilibre pro-perso? Les relations managériales, ça peut être un sujet aussi dans les entreprises. La confiance dans la direction, le sentiment d'appartenance, notamment si on est en multisite avec des effets de siège, groupe, corporate, VS, territoire, on va dire. Ça peut être aussi des suivis concernant tout ce qui est un peu plus psycho, santé mentale, qui peuvent être aussi des sujets en entreprise, ou encore l'inclusion. Donc voilà, il y a vraiment plein de thématiques, il faut savoir les adresser en fonction de ce qu'on veut cibler. Donc en fonction de ça, on construit son questionnaire, alors évidemment anonyme, hein, ça fait partie des bonnes pratiques, simple si possible, et après avec l'implication en lisée de toutes les parties prenantes, donc ça c'est un impératif. Donc ensuite, une fois qu'on a son questionnaire, il faut communiquer en amont auprès des équipes. Donc finalement, pourquoi le questionnaire? Quels usages, quels résultats, quelles vont être les fréquences, la confidentialité, ça c'est hyper important. Et après, go, on lance le questionnaire et le baromètre. Donc là, une fois que c'est lancé, bonne pratique, petit rappel pour booster un peu la participation, parce qu'au plus on a de données, en fait, au plus on aura une significativité d'un point de vue statistique des réponses. Ensuite, on analyse les résultats. Donc là encore, ça peut être comparaison par site, par catégorie socio-professionnelle. L'idée, c'est aussi, quand on a le cas d'identifier sur certaines thématiques des signaux faibles qui peuvent être quand même un sujet par ailleurs. Après, évidemment, une fois l'analyse faite, on restitue les résultats. Donc ça, il faut partager les enseignements et des enseignements avec les équipes. Donc ça, on va dire d'un point de vue global, avec une certaine granularité en fonction de la taille d'entreprise. Et là, arriver dans la construction, la co-construction idéalement, dans le plan d'action. Donc on a vu, alors soit dans des grandes boîtes, souvent on a un top 10 des irritants qu'on vient en fait, on va dire, traiter strat par strat, voilà, c'est ça. Et souvent, on fait aussi des communications sur l'avancement, parce que ça, c'est important, l'avancement de ces irritants.
Et idéalement, donc on repart sur un baromètre en définissant la fréquence, soit tous les ans, soit tous les 6 mois, en fonction de ce qu'on veut mesurer. Donc ça, voilà, il y a quelques on l'a vu, sur tout ce qui est confidentialité, il y a quelques, entre guillemets, erreurs de pratique qu'on peut voir aussi, quand effectivement on n'a pas forcément les budgets pour investir dans des outils externes ou la ressource. Moi, je dirais l'erreur à éviter, c'est de venir sonder les salariés à l'entretien annuel avec le manager, mais bon, voilà, mon point de vue. Mais après, il y a des aspects juridiques aussi qu'il faut quand même, auxquels il faut porter attention. Et là, je pense que Marine, tu as quelques points à nous partager en tant qu'avocate. Oui, alors il y a un point qui est souvent sous-estimé, c'est les implications juridiques RH d'un baromètre social. Et le premier point, c'est sur le RGPD et l'anonymisation des questionnaires, puisque dès qu'on collecte des données d'opinion ou en ressenti au travail, on touche à des données qui ont un caractère personnel au sens du RGPD. Et même si le traitement est une statistique. Donc en fait, il est indispensable d'assurer cette anonymisation de manière rigoureuse. Et cela veut dire, donc, non seulement pas prendre le nom de la personne qui remplit le questionnaire, mais aussi éviter les données croisées qui permettent, en fin de compte, de savoir qui a répondu au questionnaire, comme l'équipe, l'âge, voilà. Il faut aussi clairement informer les personnes qui répondent à ces questionnaires de la finalité du sondage, mais également de la durée de conservation des données et qui y a accès. Ça, c'est l'aspect réglementaire. Et un bon indicateur de tout ça, c'est que si l'anonymat n'est pas perçu comme crédible par les personnes qui vont répondre au questionnaire, le taux de réponse sera très faible. Alors ensuite, le baromètre, ce qui est intéressant, c'est de l'articuler avec d'autres outils RH existants. On parlait des entretiens annuels, donc c'est évidemment ne pas profiter des entretiens annuels pour répondre à les sondages, mais on peut quand même utiliser les entretiens annuels comme un complément, éventuellement pour approfondir certains signaux du baromètre. Et aussi avec le plan de formation, puisque lorsqu'on a identifié certains aspects, on peut prévoir justement dans le plan de formation des montées en compétences sur certains sujets. Donc les recommandations pratiques, ce serait de faire intervenir plutôt un tiers extérieur qui garantirait justement tout ce qui est confidentialité, anonymisation en fait, surtout des questionnaires, qui assurait l'objectivité du baromètre avec une restitution neutre et dans un climat de confiance. Donc, effectivement, c'est ce qui avait été vécu par l'entreprise, puisque ça avait été fait dans ce sens-là par le tiers de confiance. Et donc, le fait d'avoir un tiers qui faisait qui organisait, orchestrait ce sondage qui avait eu lieu en dehors des moments d'entretien, d'évaluation, a permis de faire remonter tous ces points irritants et qui ont permis aux collaborateurs de s'exprimer avec plus de facilité. Et c'est vrai qu'on a besoin de faire attention à toute cette mécanique et aux points juridiques pour que les choses se passent de manière plus saine et plus ouverte. Et ça permet de faire remonter des idées et des solutions également, puisqu'il y a des collaborateurs qui ont déjà identifié des points de solution et pas que des points bloquants. Et ça, c'est un avantage très fort. Donc c'est bien plus qu'un outil de sondage, le baromètre, c'est un point de départ essentiel et qui permet d'objectiver un ressenti, de faire remonter des signaux faibles et de poser un diagnostic de manière structurée avec une distance qui sécurise les collaborateurs. Donc là, maintenant, nous allons passer à notre deuxième point, c'est la RSE qui permet de voir comment est-ce qu'on peut engager les collaborateurs. Voilà. Donc le premier point, ça va être les actions collectives qui permettent de fédérer tous les collaborateurs. On a travaillé sur Digital Cleanup, comme je parlais tout à l'heure, mais l'avantage, c'est que les collaborateurs qui ne se parlaient pas avant ou qui ne parlaient pas forcément avec la DSI ont permis d'avoir de plus grandes facilités à communiquer sur le sujet de l'informatique.
et surtout de pouvoir mener d'année en année de meilleures pratiques sur la gestion de leurs données aussi. Et ce qui a aussi donné une visibilité aux ingénieurs de la DSI, qui souvent sont des gens qu'on voit assez peu souvent dans les couloirs. Et donc, ça a permis aussi de casser les silos. Donc, quand on travaille autour d'un sujet, ça c'était un projet, mais il y en a parce que Delphine vous en donner d'autres. En fait, c'est sujet fédérateur parce que ça casse les silos un peu hiérarchiques ou qui sont souvent faits par projet. Là, on est sur quelque chose qui intéresse tous les utilisateurs de l'informatique, par exemple. Et donc, ça a permis de faire rencontrer des collaborateurs qui ne se voyaient pas avant. Oui, et dans les actions, effectivement, alors dans le clean-up, on vient d'en parler. Alors nous, c'était la version clean-up Maïkalank, puisqu'on est basé sur le territoire de Marseille. Donc, très concrètement, on est passé par une association en fait, qui est dans la défense des fonds marins. Et avec un achat d'un plastique biosourcé, en fait, on mobilise les équipes avec ce ramasse dans des sacs plastiques. Donc, ça a une double vertu. La première, c'est évidemment quand même ramasser les déchets. Hein. Donc, 40 ramasseurs, on est à peu près à 115 kilos, même si c'est rien à la taille du 7e continent. Mais bon, ça, voilà, c'est la petite goutte qui va bien. Et le deuxième, c'est de financer finalement la recherche sur tout ce qui est protection des milieux marins et notamment des projets scientifiques. Donc ça, c'est un type d'action. Par exemple, au cabinet, il a été mené aussi dans le cadre des Jeux Olympiques, des challenges en lien avec les sports, donc 5 anneaux, 5 défis, dans lesquels en fait les différents sites ont été rassemblés. Et donc on était tout autour quelque part des valeurs du sport. Donc on a fait la natation avec plongée, le rugby s'était transformé. Donc voilà, il y avait une espèce de thématique avec des valeurs communes quelque part. Et comme disait Amandine, ce côté synergie et voir un peu les personnes sous un autre prisme. Et puis, donc, c'était très, très intéressant. Il y a eu des interventions aussi pour la sensibilisation de l'environnement d'associations sur la biodiversité marine, sur le dernier qui était rêvé avec la voile, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Voilà, donc comme disait Hervé Thériex, qui était l'ancien président de Le Sieur et aussi professeur pour émérite à Sciences Politiques Paris, c'est dans la pratique du sport que l'on a les meilleures chances d'apprendre les règles du jeu du management. Donc voilà, c'était un espèce de package, on va dire, qui était fort sympathique. Et donc, ça permet de fédérer les équipes autour de des moments communs. Et comme disait Amandine, à la fois côté direction et côté collaborateur. Donc, effectivement, c'est des prismes de vue qui peuvent changer avec la ligne managériale. Mais aussi, nous, en l'occurrence, les clients et les fournisseurs avaient été conviés. Et donc, ça permet de se retrouver sur un stade à courir en maillot de football avec ses clients et fournisseurs. Là aussi, ça change un peu les prismes de vue. Voilà. Donc, après, il y a plein d'autres actions, type action de mécénat, côté Amandine, que tu as pu connaître aussi. Donc, Ah oui, une action de mécénat que j'ai vécue à un moment donné chez un opérateur télécom, c'est le fait de pouvoir donner des jours de congé additionnels aux jours de congé existants pour que les collaborateurs s'investissent soit dans des associations qui étaient locales ou vraiment proches de chez eux. Ça peut être une association de musique, ça peut être sportive, etc. Ou alors carrément prendre une semaine entière pour pouvoir s'investir dans un pays plus difficile, un pays d'Afrique ou un pays qui soit en Asie, pour pouvoir installer des panneaux photovoltaïques ou pour pouvoir contribuer à un projet de puits, pour pouvoir faire comprendre un peu aux collaborateurs la dimension sociétale de ce que représente la RSE et pour qu'ils reviennent aussi en ayant une impression sérieuse quelque part. C'est plus une impression d'avoir vécu d'une expérience forte, d'avoir partagé des savoirs, des compétences, mais aussi d'avoir pris au contraire de la connaissance d'autres pays pour aussi mieux comprendre la dimension sociétale de ce que faisait comme engagement cet opérateur télécom déjà en matière de recyclage, notamment des données. Et ça, est-ce que tu as pu voir un retour justement? Est-ce que ça a marché dans l'entreprise en question? Est-ce que les salariés se sont investis Oui, en volume même, parce qu'ils étaient 900 ambassadeurs de la RSE à cette époque-là. Ouais. Et donc, sur 900 personnes quand même dans un groupe, c'est quand même pas mal. Ils avaient donc chaque année une restitution de ce qu'ils avaient fait en termes de projet.
Et ça permettait aussi de rencontrer d'autres collaborateurs du groupe. C'était une très grosse entreprise, alors forcément, ça permettait aussi de croiser des expériences qui étaient assez différentes entre ceux qui étaient en association, ceux qui étaient en zone d'activité prioritaire et qui ont donné des cours de maths, par exemple, à des enfants qui étaient dans des écoles un peu difficiles, ou des gens qui ont effectivement vécu à l'étranger. Et donc, ça permettait de donner aux collaborateurs un vrai sens dans leur quotidien. Et ça a aussi permis de mieux fédérer après quand il y a eu un gros travail de récupération des mobiles pour pouvoir éviter de les envoyer directement dans les mauvaises filières, de travailler davantage sur du réemploi parce qu'une meilleure compréhension de l'environnement sociétal local et international. Donc c'est très efficace. Donc un autre moyen également de voir l'engagement et travailler sur l'engagement des collaborateurs, c'est de les faire participer à la gouvernance de l'entreprise, en tout cas. Voilà. Donc là, nous avons identifié 3 formes juridiques qui peuvent être intéressantes pour favoriser justement pour l'intégration des collaborateurs dans la gouvernance de leur employeur. Il y a les SCOP, les associations et également il y a l'actionnariat salarié qu'il ne faut pas négliger. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc la SCOP, c'est une société coopérative et participative. Donc c'est une entreprise qui est commerciale mais avec une gouvernance démocratique. Les salariés y détiennent au maximum 51% du capital et 65% des droits de vote. Donc c'est un modèle qui est très responsabilisant puisque les salariés sont à la fois associés, décideurs et acteurs de leur performance. Et ça provoque du coup une cohésion très forte car chacun comprend les enjeux stratégiques de la société. Après, il peut y avoir d'autres limites à tout ça, puisque ce modèle suppose quand même un haut niveau de maturité collective dans la prise de décision partagée, ce qui n'est pas forcément évident. Et c'est un modèle qui peut être un peu moins attractif pour des investisseurs extérieurs. Mais c'est un modèle qui est vraiment recommandé pour des projets collectifs qui sont portés par les salariés eux-mêmes. Les associations, la différence, c'est qu'elle n'a pas un but lucratif, contrairement à une société, mais elle peut développer donc une activité économique, salarier des personnes et être également un acteur structurant dans le territoire ou dans son secteur. C'est une forme qui a un avantage, c'est une très forte valeur symbolique d'engagement, puisque le sens serait vraiment au cœur du projet. Et c'est une gouvernance qui est ouverte à des profils très variés. Donc c'est un modèle qui est recommandé pour des collectifs en quête de sens et d'impact. Et le troisième volet, le troisième mode d'engagement des collaborateurs qu'on a sélectionné, c'est l'actionnariat salarié, puisque c'est dans une entreprise. On permet aux collaborateurs d'entrer au capital de la société, alors via différents moyens. Ça peut être implanté par l'entreprise ou directement par l'achat d'actions. C'est une forme en fait qui permet une souplesse juridique importante, avec une forme d'appropriation économique du capital de l'entreprise et qui encourage la fidélité et une vision à long terme des salariés. C'est vraiment un outil de fidélisation et d'engagement des collaborateurs. Et c'est pour ça que c'est un outil qui est recommandé pour des sociétés qui sont en croissance et qui souhaitent associer les collaborateurs aux résultats. Donc je crois qu'Amandine, tu as Alors moi j'avais plutôt l'association. Ah, l'association. Et puis c'est Delphine qui va nous parler du scope. Oui, un retour d'expérience sur la partie scope. Alors c'est marrant, Marine, parce qu'il y a certaines choses que je retrouve en fait en miroir par rapport à mon vécu perso pour avoir été associée dans une scope. D'accord. En fait, voilà. Et donc effectivement c'est un modèle très démocratique puisque la gérance est salariée. Donc en fait la gérance c'est la direction.
Et quelque part, les salariés sont aussi décisionnaires, puisqu'il y a des votes, et sur certaines décisions stratégiques. Donc, et notamment aussi sur des parties enjeux sociaux. Donc, ça, ce côté démocratique-là. Un exemple qui est très pratico-pratique, du fait, en fait, un peu, on rebat les cartes par rapport à ces sujets-là. Moi, j'ai vécu, par exemple, c'est très anecdotique, hein, mais par exemple, des valeurs faciales de tickets restaurant en 2018 qui étaient de plus de 9 €, alors que le titre ticket restaurant en 2022 disait, en gros, la moyenne est à 8 € 4 ans plus tard. Donc, en fait, il y a comment dire, un équilibre, en fait, un curseur en fonction des sujets qui vient se positionner. Bon, ça, c'est anecdotique, mais il y a des choses beaucoup plus prégnantes sur tout ce qui est intéressement, participation et surtout sujet de partage de gouvernance. Donc, c'est un modèle qui est quand même assez vertueux, je trouve. Comme disait Marine, il y a quelques effets de bord, parce qu'il y a un équilibre à trouver quand on a des votes. De par à des fonctions, pas tout le monde a une vision 360 de tout, on va dire, de toute l'entreprise. Il peut avoir peut-être des effets de bord un peu sur ces sujets-là. Voilà. Mais c'est quand même un modèle qui est quand même très vertueux et qui responsabilise de manière vraiment collective. C'est-à-dire que ce n'est pas que la direction qui prend une décision. La décision, elle est portée par tout le monde. Quand il y a un projet, c'est tout le monde qui porte. Et il y a un effet de corps, en fait, qui se crée, notamment sur les projets stratégiques, où là, voilà, l'entreprise est vraiment en ligne de marche et il faut y aller. Donc, c'était l'expérience pour la partie scope, mais Andine, toi, tu connais bien l'association. Alors, l'association, oui, mais c'est vrai que les scopes, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est effectivement tous dans le même bateau à un moment donné. Il y a juste une problématique que nous, on a changé, parce qu'on voulait faire un projet de scope à un moment donné, et on s'est aperçu que le vote à l'unanimité était problématique. Il suffisait qu'il y en ait 2 qui étaient d'accord, du coup, qui bloquent les décisions. Et du coup, nous, on a décidé de faire l'association, parce que dans l'association loi 1901, qui est quand même très ancienne, finalement, comme un statut très ancien, on a trouvé ce sujet-là moins compliqué. Et donc, c'est pour ça que selon les situations et les problématiques qu'on a soit dans le projet, soit dans les équipes, on peut choisir l'un ou l'autre. Et en fait, c'est vrai que dans les associations, loi 1901, on a aussi cette liberté d'organisation, il n'y a pas de position hiérarchique, on travaille avec un projet qui peut être évolutif, même dans les statuts, donc même s'il y a un président, un secrétaire général, etc., il y a quand même une plus grande souplesse. Donc, c'est vrai que c'est 3 statuts du juridique. Après, l'actionnariat, c'est un autre sujet aussi que j'ai vécu avec un de mes clients. Bon, l'association, c'était un sujet, mais l'actionnariat, quand on a une entreprise qui répartit ses parts vraiment avec ses dirigeants qui étaient... ils n'étaient que 3 au départ, puis en fait ils se retrouvent à 6 en étant dirigeants et managers qui deviennent finalement tous au board. Les décisions sont prises avec une plus grande vision de long terme, puisqu'en fait il y a très peu d'actionnaires dans cette entreprise à laquelle je pense, où en fait ils sont vraiment que entre eux en se disant que la société soit pérenne, il faut qu'on soit tous dans une dimension de vision du futur, de 3 à 5 ans, peut-être plus, pour qu'on puisse tous vivre de notre travail et qu'on soit tous co-constructeurs de cette économie, cette entreprise économique qui doit développer son activité tout en respectant l'environnement et les gens. Et quand on est soi-même investi financièrement dans une entreprise qui, comme ça, partage l'actionnariat, c'est quand même plus engageant pour tout le monde, quoi. Donc, tout le monde se sent concerné. Ce qui n'est pas forcément le cas d'entreprises où il y a beaucoup d'actionnaires ou des fonds d'investissement qui sont tiers. Voilà. Je te laisse continuer, Marine, peut-être. Sur la participation au partage de la valeur. Alors, depuis fin 2023, une nouvelle étape a été franchie en matière de partage de la valeur par la loi du 29 novembre 2023, qui est une traduction d'un accord national interprofessionnel qui avait été signé quelques mois plus tôt, en février 2023. Donc, cette nouvelle loi permet une généralisation des dispositifs de partage de la valeur dans les PME, puisque pour les entreprises de 11 à 49 salariés qui réalisent un bénéfice net fiscal d'au moins 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices, ces entreprises vont devoir mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur. Donc, ça peut être de l'intéressement, de la participation, une prime de partage de la valeur ou simplement un abondement à un plan d'épargne salariale. Mais en tout cas, on a décidé de favoriser justement ce partage de la valeur, même dans les sociétés qui sont plus petites et qui, jusqu'à présent, n'étaient pas obligées, n'étaient pas contraintes de partager la valeur. Ce nouveau texte également
va plus loin fait évoluer en tout cas la prime de partage de la valeur, la PPV, puisque maintenant les entreprises peuvent en verser jusqu'à 2 par an à leurs salariés avec un régime social et fiscal en tout cas plus intéressant. Et en plus, cette PPV peut être également affectée à un plan d'épargne. Et par cette loi, il y a également une meilleure prise en compte de la performance extra-financière, puisque dans l'accord d'intéressement, on peut maintenant intégrer des indicateurs RSE en lien avec la stratégie climat, l'égalité professionnelle, même l'impact social. Donc, c'est une belle opportunité, en tout cas, pour aligner la performance économique de l'entreprise et ses engagements RSE. Et il y a également aussi de nouveaux outils de négociation collective, puisque des outils sont proposés pour favoriser des accords de partage de la valeur qui sont plus souples, avec une incitation à négocier certains dispositifs pour aller plus loin. Donc concrètement, on passe d'une logique de volontariat à une responsabilisation des entreprises, même les plus petites, dans le partage de la valeur. Voilà. Donc, Amandine, je crois que tu avais des exemples. Oui, alors j'ai un exemple sur une petite entreprise qui fait 28 salariés, où il y a une partie en Belgique d'ailleurs. Et l'idée, effectivement, c'est de faire ce partage de la valeur de manière très équitable entre les différents managers qui ont voulu rentrer dans l'actionnariat de l'entreprise. Et en fait, ils l'ont fait à la fois sur la partie française et ils l'ont fait aussi sur la partie belge pour que ça soit égalitaire et que chacune des entités puisse avoir son mot à dire dans la gouvernance globale de l'entreprise. Et l'entreprise fait que 28 collaborateurs au total, donc ils sont une vingtaine sur la France et ils sont plus vite sur la Belgique, mais ça montre aussi une démarche quand même d'ouverture. On n'est pas obligé d'être un grand compte pour mettre en place l'intéressement, etc. On peut aussi le faire dans les petites structures. Donc, c'est un facteur d'attractivité, là aussi. Hein. Et en parlant d'attractivité, aujourd'hui, on a à la fois tout ce qui est société à mission qui peuvent être en fait marqueurs et également tout ce qui est label. Au niveau des labels, si vous avez commencé à regarder un peu le sujet, c'est un véritable buisson partout. Et donc si on synthétise, il y a des labels qui sont plus généralistes, où on retrouve les grands, Lucie, Afnor RSE avec un système de cotation par étoile, des EcoVadis, mais qui là ne demandent pas d'audit sur place, généralement sauf échantillonnage de preuves. Et on a après des labels un peu plus sectoriels sur tout ce qui est égalité, sur d'autres sujets en termes de diversité. Donc voilà, ça c'est un peu plus. Et puis après, on a encore presque, on va dire, un autre type, c'est ceux qui sont en lien avec les parties sociétés à mission, où il y a des modifications de statut comme le Bicorp, et notamment sur les parties sociétés à mission, c'est vrai que là, on a vraiment une structuration de l'entreprise et d'un point de vue juridique. Côté Garoué, vous êtes société à mission et Garoué, avocat engagé, donc vous savez de quoi il s'agit. Exactement, on est un des premiers cabinets d'avocats à être passé société à mission, puisqu'on est parti du constat que ce cabinet avait quand même un engagement important vis-à-vis de ses collaborateurs, mais aussi vis-à-vis de ses clients et de ses partenaires. Et à un moment donné, on s'est dit pourquoi pas justement, ne serait-ce pas que de l'afficher, mais en tout cas l'indiquer non seulement dans la raison d'être, mais également dans la structure même de la société, puisque société à mission est inscrite en fait dans les statuts de la société. Ça apparaît clairement. Et donc voilà, pourquoi pas aller plus loin de l'engagement qu'on fait au quotidien. Donc déjà, on a une raison d'être. Alors la raison d'être, c'est aussi important parce que c'est un peu une boussole stratégique et narrative qu'on inscrit depuis la loi Pacte. On peut l'inscrire également dans les statuts. Ça a deux leviers, un levier interne, puisqu'elle crée une adhésion et donne du sens aux actions quotidiennes qu'on peut faire, mais également en externe, puisqu'elle attire d'autres entreprises qui se reconnaissent. Par exemple,
exemple, au sein du cabinet Garouet, donc nous, notre raison d'être, c'est inscrire l'activité juridique dans un écosystème responsable, instaurant la confiance et préservant l'éthique dans les relations d'affaires. Voilà, donc ça, c'est clairement inscrit dans nos statuts. Mais on allait plus loin puisqu'on est société à mission, donc on a pris cet engagement structuré et exigeant aussi, puisque c'est une forme juridique particulière, où on s'est fixé des objectifs. Donc on en a 3 objectifs. D'abord, développer des services juridiques gratuits pour soutenir des actions à impact. Donc tous les ans, on fait une sorte d'appel à candidature et on choisit une ou deux entreprises ou associations d'ailleurs, et on leur offre un certain volume de conseils juridiques gratuits. Ensuite, on favorise également le bien-être au travail au sein de notre cabinet et on promeut ce modèle dans la profession. On a différentes actions internes dans la société. Alors, ça va être les cours de sport. On donne ce qu'on appelle un jour de kiff. C'est un jour de congé supplémentaire pour tout le monde. Voilà, donc c'est différentes actions à l'échelle de notre cabinet, bien sûr. Et également, on promeut ce modèle dans la profession, c'est-à-dire que, donc ça c'est une des associées qui s'en charge, Delphine, qui va former les élèves avocats et donner des cours dans toute la France sur ces sujets-là. Et le troisième point, c'est promouvoir le développement du modèle d'entreprise engagée dans la poursuite des projets à impact positif. Voilà, donc on a ces actions-là. C'est vrai que les collaborateurs et les salariés se reconnaissent en fait dans ces engagements et chacun porte en fait ces engagements du cabinet, mais aussi nos clients ou nos partenaires qui se reconnaissent également dans nos engagements, et c'est vrai que c'est très fédérateur. Donc on voit voilà, vraiment au quotidien. Et c'est quelque chose qui est engageant aussi, puisqu'on doit être audité par un outil. Et donc, c'est la Delphine, là, puisque ton cabinet, justement, est audité. Oui, alors effectivement, ce qu'on voit sur les sociétés à mission, comme tu disais, Marine, c'est que vraiment, on est sur une colonne vertébrale de structuration. Hein, donc c'est vraiment le projet d'entreprise et la stratégie, la gouvernance d'entreprise qui sont le cœur du réacteur. Dans cette colonne vertébrale, du coup, on peut le voir aussi sur des entreprises qui ont des politiques RSE qui sont assez matures, mais toute cette déclinaison, finalement, ce ruissellement stratégique vers toute la partie action. Et quelque part, et même souvent parfois, dans des boards, on commence à avoir des objectifs de décarbonation qui commencent à facilement l'expression transpirer. Et on voit après aussi donc, tout le ruissellement avec des systèmes, par exemple, des systèmes de bonus, en fait, justement, d'intégration de critères RSE, finalement, dans tous les jobs, pour que, en fait, l'action, elle ne soit pas juste un projet RSE d'entreprise, mais qu'elle devienne intégrée complètement et que les métiers la portent, en fait, et qu'elle s'inscrivent vraiment dans le temps. Donc là, au niveau structuration, c'est vrai que la société à mission est un bon support, on est d'accord. Et après, il y a d'autres leviers comme la QVT et ce type de démarches internes qui sont portées et qui, là aussi, d'un point de vue juridique, voilà, il y a un petit œil à avoir dessus concernant soit des bonnes pratiques et ou du réglementaire un peu plus poussé, j'imagine. Voilà. Donc, en tout cas, moi, ce que je voulais apporter comme élément par rapport à la société à mission, c'est que les sociétés à mission s'appellent entre elles, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une attractivité. Alors, il y a les labels dont on vient de parler. L'avantage des labels, c'est qu'ils permettent d'avoir une ligne directrice sur 3 ans, généralement. Après, on peut critiquer les labels à certains endroits, parce qu'il y a beaucoup de critiques là-dessus, mais en fait, ça permet quand même, malgré tout, quoi qu'on dise, d'avoir une ligne directrice soit sur un produit, soit sur l'entreprise au sens large avec les labels que tu viens d'évoquer, soit d'aller avec les entreprises à mission, et du coup, on se retrouve entre nous, c'est-à-dire que les entreprises veulent travailler entre elles, les fournisseurs et les clients se reconnaissent un petit peu avec les labels qui ont été choisis ou avec ce statut à mission qui a été choisi. Ça permet de travailler un peu entre soi, entre entreprises qui ont déjà avancé dans la pratique RSE et qui quelque part s'auto-alimentent un petit peu pour progresser ensemble dans un écosystème, on va dire, vertueux, et ça, c'est super efficace. Parce qu'après, effectivement, la QVT, elle découle en interne. Et c'est vrai que dans une de mes expériences, j'ai eu l'occasion de retravailler tous les job descriptions pour une entreprise qui voulait mettre la RSE dans chacun des métiers,
Et donc ça permet d'aller encore plus loin, faire encore la boucle à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est vrai que la société à mission, c'est aussi un bon moyen, alors non seulement de fédérer les collaborateurs, mais aussi de les attirer, en fait. Ça fait partie des éléments qui sont différenciants maintenant sur le marché, où c'est vrai que dans certains secteurs, il est très compliqué de recruter, et c'est vraiment un élément différenciant. Notre élément différenciant et qui permet l'attractivité, c'est la QVCT, donc la qualité de vie et les conditions de travail. Alors d'un point de vue réglementaire, il ne faut pas oublier que chaque entreprise déjà, chaque employeur en fait a une obligation de sécurité et donc doit prendre en compte de manière très large la qualité et les conditions de travail des salariés. Alors il y a différents types d'obligations. Il y a une obligation d'informer, de consulter son CSE, il y a une obligation de négocier aussi sur ces sujets-là. Et ensuite, au-delà de tout ça, il y a différents moyens de mettre en place la QVCT dans une entreprise. Déjà par des accords collectifs, donc ça veut dire de négocier en interne sur ces sujets-là, donc avec les délégués syndicaux ou même avec le CSE et même également éventuellement par vote de référendum, et également via des chartes, puisque la charte c'est un engagement unilatéral de l'employeur, mais il peut prendre des engagements forts dans ces chartes-là, et notamment pour des sociétés où c'était plus compliqué de négocier, l'employeur peut de toute manière par lui-même prendre ces engagements qui peuvent être extrêmement forts, et prendre différents types d'engagements, puisqu'ils sont assez larges. Notamment, nous, on a sélectionné des thèmes comme le télétravail, le handicap, etc. C'est vrai que sur le handicap, au-delà des parties réglementaires qu'effectivement on va regarder, même dans les audits, quand on audite la sincérité, comme tu disais Marine, par exemple dans la CSRD, tout ce qui est consultation du CSE, quand on fait des audits de durabilité, c'est des points qu'on vient de checker, parce qu'il y a quand même une cohérence globale à avoir sur la démarche d'entreprise. On ne peut pas se dire qu'on fait de la RSE, finalement on ne consulte pas le CSE sur les sujets du DSE, donc là ça devient un peu compliqué. Bon, après, des fois il y a certains cas qui font que, mais en règle générale, c'est quand même la règle. Et sur les parties handicap, c'est vrai qu'au-delà des chiffres, la prise en compte globale de l'entreprise et finalement des politiques RH, des mesures d'adaptation au poste de travail, du lien qu'il y a avec les organismes type l'AGEFIP pour les parties formation ou d'autres, tout ce qui est un peu cette sensibilisation de la politique interne, c'est quand même en fait très important aussi dans la prise en compte de ces sujets-là. On avait prévu de parler mobilité, mais je ne sais pas, Naïs, notre timekeeper, on a à peu près plus beaucoup de temps, donc on va peut-être passer à la conclusion. Qu'est-ce que vous en pensez? Allons-y. Donc, il y avait quand même une question de marque employeur peut-être à évoquer en 2 minutes. Voilà, peut-être les 2 minutes qui nous restent, on aura une conclusion express. La marque employeur, elle est importante parce que ce qu'on vient de se dire donc sur l'attractivité, on attire effectivement parce qu'on a des labels, parce qu'on travaille sur la QVCT en interne, on travaille finalement en cohérence quand on a fait tous ces travaux internes externes. Finalement, on est en train de construire la marque employeur, et la marque employeur, elle devient importante parce que du coup, elle met en avant une réalité, une cohérence interne-externe qui se voit et qui permet d'attirer les talents de manière générale, qui cherchent aujourd'hui des entreprises qui sont vraiment investies. Dans le luxe, il y a des choses qui ont été très critiquées, et la charte éthique de Kering fait quand même partie des chartes d'éthique réellement étayée sur 30 pages, avec un engagement de la direction qui a été vraiment travaillé, et qui permet aussi de montrer que des choses changent, les choses avancent, et ça rassure aussi la jeune génération qui a besoin de sentir que les choses bougent. Donc on avait besoin de mettre un peu en avant la marque employeur une fois que tous ces travaux de fond ont été réalisés, quoi. Et pour conclure, du coup, on voulait vous faire un petit retour de ces éléments qu'on a mis en avant.
Donc, de se dire que cette cohérence des pratiques entre les services, entre les actions opérationnelles, entre les chartes qu'on rédige, c'est vraiment la clé pour qu'on soit dans une RSE qui se vit et qui se pratique. Et on a besoin de le faire à plusieurs niveaux. Soit on a un leader, un DG, une gouvernance générale d'entreprise qui veut avancer, et ça se passe vite et ça se passe assez structurellement dans le temps et ça s'organise bien. Autant ça peut être les collaborateurs qui, eux, sont un peu plus générateurs d'envie et d'action et qui commencent à pousser par le dessous pour que la direction générale bouge. Et en fait, la RSE, qu'on la prenne d'un endroit ou d'un autre, c'est pas très grave en fait. Ça fait partie du jeu, quoi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez sur cette partie-là. Effectivement, c'est clair que quand on a le leadership gouvernance, parfois ça va plus vite. Mais après, il y a des entités moteurs, on va dire, en interne aussi, parfois qui poussent, qui font avancer les sujets. Et on en parlait ensemble avant le webinaire, mais c'est vrai que des fois, il y a des effets un peu de recul, avancer, mais comme toute démarche de transformation, c'est voilà, ça passe par là et pas que ça recule trop non plus, mais bon, c'est quand même, ça fait partie aussi des éléments souvent qu'on retrouve. Voilà, et donc, je sais pas. Pour la fin. Bon, je sais pas. Marie, alors non. En fait, c'est peut-être de se dire qu'il y a de la place pour tout le monde en fait dans ces démarches RSE. Qu'on se sente plus ou moins concerné, on peut de toutes les manières travailler sur des sujets de RSE plus ou moins engagés, mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, ça devient quelque chose d'indispensable et on ne peut pas faire l'économie de ces sujets-là. Voilà. En tout cas, pour finir peut-être complètement, c'est de se dire la RSE, quel que soit l'endroit où vous commencez, ça peut être environnemental, ça peut être social, ça peut être plus sociétal, quel que soit le bout par lequel on attrape la RSE, en fait, il faut juste l'attraper parce que c'est la manière dont on va gouverner les entreprises et on va diriger les entreprises demain. On ne pourra plus faire autrement, on ne pourra plus revenir en arrière parce que c'est une nouvelle manière de diriger une entreprise tout simplement. Je pense qu'on aura peut-être une ou deux questions, je ne sais pas, dans l'assemblée, dans l'auditoire. C'est qu'on a été très très clair. Alors, très bien. Merci à tous. Merci à tous pour votre écoute. Et au plaisir de se retrouver si vous avez des questions. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous pouvez rentrer en connexion directe avec chacune d'entre nous ou nous retrouver sur les réseaux YouTube et Vimeo, c'est ça? Non, je ne sais plus. Bon, voilà. Donc, vous allez en tout cas sur YouTube et via LinkedIn nous retrouver. Nous, on sera ravis de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous solliciter. On sera ravis de vous répondre. Bien, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.